À la une ce mardi, l'ouverture du 7e Forum mondial de Nestlé sur la création de valeurs partagées autour du thème « Investir dans le développement durable en Afrique ». Pour le Premier ministre ivoirien qui a ouvert le forum, l'Afrique doit investir fortement dans le secteur des TIC pour aller de l'avant. Les examens à grand tirage se suivent et se poursuivent après le BEPC qui a démarré hier. Les épreuves écrites de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se tiennent depuis ce matin. On enregistre à plus de 19 000 candidats qui affrontent les épreuves sur 4 jours. Dans l'actualité culturelle, aujourd'hui, 21 juin, est commémorée la fête de la musique. Elle est célébrée partout dans le monde, donc ici en Côte d'Ivoire. Dans la capitale économique ivoirienne, la coordination nationale de la fête de la musique a fait le tour de plusieurs sites où il y a de l'affluence pour rapprocher la musique du mélomane. Et puis, le sort de Jean-Pierre Bemba, enfin connu, l'ancien vice-président congolais, a été condamné aujourd'hui à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. L'ex-homme d'affaires a été déclaré responsable de la vague de meurtres et de viols commis en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2013. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, ces images tournées ce mardi au Portugal montrant le Premier ministre ivoirien qui est arrivé à l'aéroport de Lisbonne ce mardi. Daniel Cablan-Duncan entame ainsi une visite de 48 heures pour renforcer la coopération avec le Portugal. Au menu de cette visite d'amitié et de travail, la tenue de la deuxième session de la commission bilatérale ivoiro-portugaise. Rappelez-vous, la première session s'était déroulée l'an dernier à la même période. Elle s'était soldée par la volonté des deux pays de tisser des partenariats privilégiés. Et à l'issue, la Côte d'Ivoire avait procédé à la réouverture de son ambassade au Portugal, invité de son homologue portugais Antonio Costa. Le chef du gouvernement ivoirien sera également reçu par le président de la République portugaise. Et comme vous l'avez vu sur ces images, Daniel Cablan-Duncan est accompagné d'une forte délégation de membres de son gouvernement. Notre envoyé spécial au Portugal, Sylvie Touré, lui a arraché quelques mots à sa descente d'avion. Je vous propose de l'écouter. Ce sont des relations qui sont donc anciennes, qui sont de qualité, même s'il y a beaucoup de choses qui restent à faire, parce que les échanges ne sont pas aussi importants compte tenu des potentialités donc, de nos deux pays. Mais ces derniers temps, quand même, il y a une accélération. Des accords ont été signés. On a à peu près, je crois, 6 accords qui sont ici déjà. Il y a de nouveaux accords probablement qui vont être signés pendant notre séjour. Et puis nous aurons certainement la chance, cette fois-ci, de ne pas faire que Lisbonne, mais apparemment nous devons faire aussi Porto et Viseu, je crois. Donc il faut accélérer ces relations. Nous avons des entreprises portugaises qui sont déjà en place en Côte d'Ivoire, notamment une entreprise, d'ailleurs, Marinho Aguas, là, qui a construit le pont de Bassawa. Les Portugais ont un savoir-faire très important dans beaucoup de domaines. Domaine donc de la construction. Vous avez vu les deux ponts qui traversent le Tage ici. Nous avons aussi des possibilités en matière touristique, maritime. Donc il y a vraiment un champ de collaboration qui est important et il faut pousser ces éléments-là et c'est ce que nous avons échangé donc, à la partie donc, portugaise pendant notre séjour. Après ce séjour portugais, le Premier ministre se rendra en France. La France où se déroule en ce moment l'Euro de football, une compétition à laquelle aurait bien aimé participer le défenseur des Bleus Mamadou Sakho. C'était sans compter une suspension de la FIFA, une sanction qui l'empêche de jouer au ballon, mais qui ne l'empêche pas de promouvoir les activités de sa fondation qui a pour vocation d'assister les enfants démunis, qui a donc décidé de venir en aide aux enfants de Côte d'Ivoire. Message que l'international français a porté au chef du gouvernement ivoirien et au secrétaire général de la présidence de la République, Malika Coulibaly Abou-Sanogo. La Côte d'Ivoire, dont le viseur de la fondation AMSAC du footballeur professionnel français Mamadou Sakho, engagé dans le développement des projets en faveur des enfants. Le fondateur d'AMSAC a rencontré ce lundi le Premier ministre. Au cœur des échanges, l'assistance aux enfants démunis. Je suis né en France, de parents sénégalais. Pour moi, ça a été une chose naturelle de retourner sur mes terres d'Afrique lors de ma première visite au Sénégal, que j'espérais agir dans plusieurs pays. Et voici le premier pays qui est magnifique, qui est la Côte d'Ivoire. On m'a fait plusieurs propositions pour aller faire des dons dans différents secteurs. La fondation AMSAC, déjà installée en France, en Angleterre et au Sénégal, pays d'origine de l'international, ambitionne de créer une section en Côte d'Ivoire. Au programme de cette émission, en Côte d'Ivoire, des visites aux enfants sourds-muets et aux prisonniers. C'est un commentaire de Gabriel Zani. On en vient à l'ouverture du 7e Forum mondial de Nestlé
sur la création de valeurs partagées autour du thème « Investir dans le développement durable en Afrique ». Pour le Premier ministre ivoirien qui a ouvert le forum, l'Afrique doit investir fortement dans le secteur des TIC pour aller de l'avant. La rencontre enregistre la participation de l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, qui estime que la création de valeurs, le développement durable et le respect des droits de l'homme sont les 3 piliers du développement. On fait le point avec Herman Guivet. Hôtel Ivoire d'Abidjan, des centaines de participants réunis pour échanger sur la création de valeurs partagées. Ce système d'échange qui implique une responsabilité partagée entre le gouvernement et le secteur privé, un concept qui met en évidence la possibilité pour l'entreprise d'augmenter de façon durable sa rentabilité en tenant compte de ses intérêts et de ceux de la société. L'initiative de ce forum revient au géant suisse de l'agroalimentaire. Son président, Peter Brabeck, Lemateux, présent pour l'événement à Abidjan, a exposé sa vision pour ce qui concerne la création de la valeur partagée. Nous sommes heureux que le groupe Nestlé ait décidé que la 7e édition se tienne ici en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est un élément donc important. Ça montre la confiance que la communauté internationale des hommes d'affaires a en la Côte d'Ivoire et à l'œuvre du président Alassane Ouattara qui vise à faire de ce pays un pays émergent en 2020. Je pense que les perspectives sont bonnes. Nous avons beaucoup d'hommes d'affaires qui sont venus aussi ici et je crois que tout ça participe du rôle du secteur privé au niveau de la Côte d'Ivoire. L'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, a rappelé l'impérieuse nécessité pour les États africains et le secteur privé de construire leur collaboration autour de ce système. Un rendez-vous qui devrait favoriser des échanges autour de thèmes d'actualité tels la construction d'économies et de communautés plus fortes en Afrique, les questions de santé et de sécurité nutritionnelle, la lutte contre la pauvreté, des approches novatrices pour une croissance économique solidaire et durable. Abidjan, capitale de la création de valeurs partagées cette semaine, mais aussi capitale de la fiscalité ouest-africaine. Une dizaine de hauts cadres de l'administration fiscale des pays membres de l'UEMOA, de la Mauritanie et de la Guinée-Conakry sont en séminaire ici dans la capitale économique ivoirienne pour 5 jours. En ligne de mire, la gestion de la performance dans l'administration fiscale. Il s'agit de se mettre d'accord sur les indicateurs fiables et pertinents pour conduire les réformes au niveau des administrations fiscales. L'éclairage est signé Noël Niagno. Ces hauts cadres de l'administration fiscale des 8 pays de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, sont en formation avec ceux de la Mauritanie et de la Guinée-Conakry sur la gestion de la performance de leurs administrations. Il s'agit de mettre à la disposition de la dizaine de participants des outils qualitatifs pour une meilleure évaluation de leurs actions comme agents fiscaux. Mieux identifier les difficultés réelles auxquelles font face nos administrations respectives dans le cadre de la mise en œuvre des indicateurs de performance, de vous approprier la méthodologie présentée par les experts, d'apprendre les techniques les mieux adaptées pour répondre aux besoins réels des administrations fiscales. Des administrations fiscales dont le rôle est capital pour la mobilisation des recettes, pour le fonctionnement de l'administration, l'investissement public, le paiement de la dette et autres. Toute chose qui explique la nécessité de la mise à disposition des États à travers ces hauts cadres de l'administration fiscale, une plateforme d'échange d'informations fiscales aux objectifs clairement identifiés. Le renforcement des recueils d'informations comparables par pays et par région, la mise à disposition des informations fiscales permettant de faciliter les recherches futures dans le domaine de l'administration fiscale. Ouvert ce lundi, ce séminaire régional est organisé conjointement par le département des finances publiques du Fonds monétaire international et le Centre régional d'assistance technique du Fonds monétaire international pour l'Afrique de l'Ouest, Afritac de l'Ouest, sur la gestion de la performance des administrations fiscales. Je vous l'annonçais en titre, les examens à grand tirage se suivent et se poursuivent. Après le BEPC qui a démarré hier, les épreuves écrites de l'enseignement technique et de la formation professionnelle se tiennent depuis ce matin. On enregistre plus de 19 000 candidats qui affrontent les épreuves sur 4 jours. C'est la technique d'expression française qui a ouvert le bal ce mardi. Le démarrage officiel a eu lieu au lycée technique de Cocody, comme nous le montre Franck Quadio. Il est 7h20. Les candidats arrivent à pas pressés. Nous sommes au lycée technique de Cocody. Début des épreuves de la session 2016 des examens de l'enseignement technique et de la formation professionnelle.
À 10 minutes de la première épreuve technique d'expression française, François ne retrouve pas encore sa salle. Je n'ai pas eu le temps hier de pouvoir faire cela, donc c'est ce matin que je suis en train de voir. Bon, là, il n'y a pas mon nom, peut-être que c'est l'autre côté, donc je suis en train de chercher ensemble. Ils sont plusieurs dans la même situation. Selon les surveillants, ils auraient dû, par prudence, satisfaire à cette formalité la veille, dans l'après-midi. En salle, ce sont les premières consignes. Puis, la distribution des feuilles de composition en attendant l'ouverture officielle. Et justement, le directeur de cabinet adjoint va y procéder. Des conseils avisés, puis cap sur un autre centre d'examen, le CBCG. L'épreuve semble abordable selon ces candidats. Le test parle de l'Ebola en Afrique de l'Ouest, un an après. Le test abordable, j'arrive à comprendre. Des candidats décidés et satisfaction pour les autorités. Pas d'incident majeur. Les premières sessions sont bien déroulées, les premières sessions avec les stages, les soutenants de stage, les épreuves d'EPS, etc. Tout ça s'est bien passé. Nous sommes maintenant à l'étape des écrits et tout se passe bien. Le matériel de session a été bien déployé, sécurisé dans les brigades de gendarmerie, dans les commissariats. Je crois que tout est bien en ordre pour que les épreuves se passent dans les bonnes conditions. Notons que 19 023 candidats sont en lice pour cette session 2016. Ils sont repartis dans 47 centres au plan national. 8 filières sont concernées pour les brevets de techniciens et d'études professionnelles, de certificats de qualification et d'aptitude professionnelle. Fin des épreuves écrites le vendredi 24 juin. Des examens qui se déroulent également sans incident majeur dans le centre du pays. Dans la région du Gbeke, 1247 candidats affrontent les épreuves préparatoires au brevet de technicien et au certificat d'aptitude professionnelle. Le top départ officiel régional de ces épreuves a été donné au collège d'enseignement technique de Bouaké, un centre qui compte plus de 640 candidats, nous disent Maria Kobi et Kader Sogodogo. Après le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est en train d'épuiser son chronogramme. Le brevet des techniciens BT et le certificat d'aptitude professionnelle CAP sont les examens présentés par les 1247 candidats de la région de Gbeke. À Bouaké, c'est le collège d'enseignement technique qui a abrité le démarrage des épreuves. Autorités administratives et éducatives étaient réunies à cette occasion. Kone Aka, préfet de la région de Gbeke, au nom du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, a invité les candidats à la rigueur et au courage, gage de leur réussite. Pour le directeur du dit établissement, tout se passe relativement bien. Les salles sont bien préparées, les candidats ont déjà reçu leur copie. Nous avons fait un taux d'admission de l'année passée qui est de 96,67%. Je pense avec le grand nombre de filles, on va arrondir. Les différents candidats se disent confiants à l'entame de cet examen. Je suis en maintenance de véhicules et engins. Avant, on croyait que le métier était fait uniquement que pour les hommes. Mais je pense qu'ils ont menti. Le métier est fait pour tout le monde. Je compose en puériculture et diététique infantile ce matin. Je suis aide-soignant, mais c'est le diplôme qui me manque. Les résultats des examens du BT et du CAP session 2016 sont prévus pour le 9 juillet prochain. Retour à Abidjan, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, par ailleurs secrétaire de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, séjourne en ce moment à Abidjan. Outre l'entretien qu'il a eu avec le chef de la diplomatie ivoirienne, Carlos Lopez a animé une conférence. Elle a porté sur le rôle de l'éco-diplomatie dans la transformation structurelle et l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, perpétuement Grace Kando. Le ministre des Affaires étrangères, Albert Mabry-Touakeus, vient d'initier une conférence pour permettre aux diplomates ivoiriens de s'imprégner des notions de la diplomatie économique. Pour le conférencier, le rôle économique des ambassadeurs doit être renforcé en raison de la mondialisation des échanges. Le diplomate ivoirien doit être proactif en matière de veille économique, commerciale, industrielle et technologique. On est entré dans une nouvelle phase où la diplomatie des pays africains doit être l'objet de beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus d'apports de l'économie, parce que nous sommes en train vraiment de répondre à des besoins qui sont de nature stratégique. Et donc sans la connaissance de l'économie,
on va perdre beaucoup d'opportunités. Les diplomates ont posé leurs préoccupations afin de mieux jouer leur rôle dans leurs différentes chancelleries. Cette conférence nous permet de nous mettre à jour sur la nouvelle vision et donc c'est très important pour nous, surtout quand il s'agit de négocier pour l'intérêt de son pays. Le ministre des Affaires étrangères a auparavant accordé une audience au secrétaire général adjoint des Nations Unies, Carlos Lopez, pour parler de l'économie ivoirienne. Hier s'est ouvert à l'hémicycle le deuxième séminaire de réflexion sur le libéralisme. Le libéralisme en question a un visage humain, c'est-à-dire un libéralisme qui met le bien-être de l'homme au centre des actions et politiques de développement. Plus de 100 participants et experts réfléchissent aux aspects clés liés à ce mode de gouvernance. Le reportage de Gabriel Zani. Les séminaires de réflexion sur le libéralisme tenus par Initiative libérale de Côte d'Ivoire et ILCI tournent autour d'une question principale. Les Ivoiriens cernent-ils la vision libérale d'Alassane Ouattara? Pour l'organisation, la formation populaire est un moyen efficace pour y parvenir. Le lundi 20 juin, à la rotonde de l'Assemblée nationale, un séminaire s'est ouvert sur les enjeux et les perspectives de la représentation politique dans un contexte libéral. Ce deuxième séminaire a pour objectif de faire le bilan du vivre ensemble et se projeter sur la nouvelle philosophie libérale du président de la République qui est Réussir ensemble. Le président de la République prône un libéralisme à visage humain, une raison qui pousse ILCI à soutenir le projet de révision de la Constitution. Nous devons expliquer aux populations les véritables enjeux. Le véritable enjeu de la nouvelle Constitution pour nous, c'est la paix. Le Parlement est la représentation nationale des populations et des forces politiques. Les résultats des travaux de ce séminaire sont attendus par Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, représenté par un de ses vice-présidents. Les résultats de vos travaux vont sans nul doute contribuer fortement à ces deux volets. Il me charge de vous réitérer son appel de l'institution d'un groupe pluridisciplinaire de veille, de prospective et de mise en œuvre du libéralisme à visage humain en Côte d'Ivoire en vue d'établir un corpus et confectionner des dossiers pouvant servir dans le cadre de l'éducation populaire. Depuis 2013, date de création de l'Initiative libérale de Côte d'Ivoire, plus de 5000 leaders d'opinion ont été formés et une vingtaine de sections installées à travers le pays. Intéressons-nous maintenant aux difficultés rencontrées par les producteurs d'anacarde dans le nord du pays. Ils sont bien souvent victimes de pratiques d'acheteurs véreux, de feux de brousse et aussi d'un manque d'encadrement de financement. Une réforme s'impose donc et les producteurs de 19 zones de production ont choisi de se constituer en fédération pour mieux gérer la filière. Soro Corona, Kwadjo Kwame. La campagne de commercialisation de l'anacarde au titre de l'année 2015-2016 tire à sa fin. C'est l'heure pour les producteurs de penser à l'élagage et au récépage. Assanwon Armand et Kone Abdraman, respectivement producteurs à Dembokro et à Wangolodougou, sont à l'œuvre. Cependant, ils n'ont pas profité de la bonne production cette année, victimes des acheteurs véreux avec des prix dérisoires. L'inorganisation fait que vous voyez aujourd'hui au niveau du prix. Aujourd'hui, tout producteur, ce qui l'intéresse, c'est le prix. Mais nous ne sommes pas organisés. Nous ne sommes pas à mesure de donner un prix et puis avoir un monopole. Si nous étions organisés, par exemple, on peut dire nous, on vend notre produit à tel prix. Kakou Kofi Alexandre a fait les frais de cette inorganisation. Son champ est parti en fumée faute d'application des techniques de préservation des champs en période de saison sèche. Avant l'incendie de mon exploitation, je faisais plus de 10 tonnes par an. Face à toutes ces difficultés, les producteurs des 19 zones de production se sont retrouvés à Korogo pour mettre en place une structure à même de défendre leurs intérêts. La FENAPACI, Fédération nationale des producteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire, toilettage des textes, élection du président du conseil d'administration et mise en place du comité de surveillance. Au bout d'une journée de travaux, c'est Kone Wayarga qui est choisi par ses pairs pour conduire la destinée de cette première fédération regroupant tous les producteurs du pays. Nous remercions le secrétaire général de la présidence, M. Amadou Gonkloubali. Nous voulons que vraiment cette fédération puisse avoir tous ses moyens politiques pour pouvoir aller à l'interprofession avec la filière anacarde.
La filière d'arcade est animée par plus de 300 000 producteurs et fait vivre 4 millions de personnes. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de la noix de cajou depuis 2015. Comme l'anacarde, l'amandier des tropiques, appelé encore localement cocoman, cultivé en Côte d'Ivoire en grande quantité depuis 2010, se présente aujourd'hui comme une culture d'exportation. Après la culture à grande échelle, les promoteurs de l'anacardia envisagent la construction d'une dizaine d'usines pour la transformation de la noix d'amandier des tropiques en divers produits finis, dont l'huile d'amande douce. On en apprend un peu plus avec Justine Seydjike. L'amandier des tropiques, appelé communément cocoman, une plante miracle, pourrait-on le dire. C'est une inspiration que j'ai reçue de Dieu, d'approcher cet arbre et de vulgariser. C'est par là que j'ai mené les recherches pour trouver tous ces sous-produits. Ces dérivés, l'huile d'amande douce, les fertilisants, la farine boulangère, la tisane, les aliments de volaille, de bétail et de poisson, ainsi que les engrais organiques produits de façon artisanale, puis commercialisés depuis 2007, doivent passer à la phase d'industrialisation vu la forte demande. Ces produits ont été testés sur les différents marchés en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et en Europe. Et nous avons atteint le point maintenant où le marché est suffisamment connu pour que nous puissions passer à la phase industrialisation. Il y a au total une dizaine d'usines qui sont prévues. Nous avons déjà eu des partenaires étrangers qui sont prêts à financer la première usine. Pendant longtemps, nous avons exporté le cacao brut et avec l'amandier, nous voulons exporter que des produits finis pour capter nous-mêmes ici la valeur ajoutée. Cultivé dans 25 régions de la Côte d'Ivoire par 5 000 planteurs sur une superficie de 8 000 hectares, les promoteurs de cette culture pérenne envisagent atteindre 25 000 hectares d'ici quelques années. La production de l'amandier des tropiques pourra générer 100 000 emplois d'ouvriers agricoles et 5 000 emplois industriels, impliquer plus de 500 000 personnes. L'exportation de ce produit à moyen terme sur 5 ans rapporte 122 milliards de francs CFA, à long terme sur 10 ans, 360 milliards de francs CFA. L'amandier des tropiques, une culture en passe de rivaliser d'ardeur avec le cacao, le café ou l'anacarde. Une culture donc à suivre de près. Hier 20 juin, c'était la journée mondiale des réfugiés. Plusieurs villes du pays ont abrité des cérémonies officielles. Ici à Abidjan, à Dabou et à Danané. À Danané, la célébration a été marquée par un cross populaire, une présentation des AGR, des réfugiés libériens qui ont fui la guerre civile dans leur pays et qui se sont bien intégrés dans la société ivoirienne. Ils sont 181 à vivre à l'ouest du pays. Notre correspondante dans la région, Eve Boué, est allée à leur rencontre. C'est par un cross populaire dit cross de la cohésion sociale que démarrent les festivités marquant la célébration de la Journée mondiale des réfugiés dans la ville de Danané. Ensuite, sur l'esplanade de la mairie, des réfugiés tout à l'honneur. Des Libériens qui ont fui leur pays pendant la guerre civile ont trouvé refuge en Côte d'Ivoire, sont bien intégrés. Présentation de quelques activités génératrices de revenus. Ils sont reconnaissants. Devant, il y a un petit coin ici. Madame, mes enfants, je paie ma maison dedans. Je dis à mes frères ivoiriens, merci, je vous remercie. Profonde gratitude au gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire pour l'accueil. Gouvernement et peuple de Côte d'Ivoire, une synergie d'action qui a facilité leur intégration. Nous remercions aussi les populations de Danané qui ont accueilli pour la plupart ces réfugiés en frères et qui ont fait qu'aujourd'hui, ils sont ici, ils sont quand même intégrés. Et je pense que tout est à l'honneur des chefs traditionnels et des chefs des communautés. Ils sont au total 181 réfugiés libériens résidant à Danané, Zouogne et Guiglo. La célébration de la Journée mondiale des réfugiés est une occasion pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de saluer le courage et la résilience des familles forcées à fuir les conflits et les persécutions. Cette année, le grand public doit montrer son soutien en signant une pétition avec les réfugiés. Pétition qui sera remise au siège de l'ONU avant l'Assemblée générale des Nations Unies du 19 septembre 2016 consacrée à la question des réfugiés. Des images, celles des experts des pays de la façade atlantique africaine regroupés
au sein de l'initiative des centres d'excellence de l'Union européenne pour la réduction des risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ont organisé ce mardi au plateau un atelier en vue de présenter le projet 48 qui vise l'amélioration des capacités de gestion des crises épidémiques. Il s'agit pour ces experts de développer leur capacité à améliorer le niveau régional de préparation et de réponse aux crises épidémiques. Dans l'actualité culturelle, sachez qu'aujourd'hui, 21 juin, est commémorée la fête de la musique. Elle est célébrée partout dans le monde, donc ici en Côte d'Ivoire, dans la capitale économique ivoirienne. La coordination nationale de la fête de la musique a fait le tour de plusieurs centres commerciaux, une manière de rapprocher la musique du mélomane, le témoignage de Franck Quadio. Angredjibi, un quartier de la commune de Cocody, la quiétude de ce centre commercial troublé par une douce mélodie, la voix de Mimi Love, artiste, interprète, invite à l'introspection. C'est la fête de la musique. La coordination nationale en charge de l'événement veut rapprocher ainsi la musique du mélomane. On sent que les populations ivoiriennes ne sont pas encore très habituées à cette date, le 21 juin. Il faut que ça rentre dans leurs mœurs. Donc on va encore de plus en plus vers les populations pour leur dire que le 21 juin, les artistes aussi ont une fête. Pas accoutumés à ce type de spectacle, les habitués des lieux restent à bonne distance, mais apprécient tout de même. Ce qui se passe, mais elle est en train d'interpréter, elle chante bien, car c'est bon. Certains préfèrent être plus près de l'action. C'est le jour de la musique. Les belles notes, ça se savoure. Je vais toujours voir ça se répéter parce que bon, ça fait oublier beaucoup de choses, ça fait oublier les soucis. Et Mimi Love de donner de la voix avec douceur, 25e édition de la fête de la musique. L'actualité culturelle nous mène également à Mans, dans la région du Tankwi, où se tient le Festival de la culture et des arts d'An, FECADAN. Après l'ouverture officielle samedi, les festivaliers ont vécu des moments forts, touristiques également, dimanche, à Krikouman, avec une course de masques. Belle occasion de voir en vrai ce jeu de loisirs du peuple d'An qui est organisé après toutes les nouvelles récoltes. Connu par Gassoron. Krikouman, un village de la commune de Mans, abrite la course des masques, une activité du FECADAN, Festival de la culture et des arts d'An. Les jeunes vont rivaliser les masques sur une distance de course et c'est Albert Flindé, cadre de la région du Tankwi, qui donne le ton de ce jeu traditionnel de loisirs du peuple d'An. En Pays d'An, cette compétition a lieu après les nouvelles récoltes. Elle opposera plusieurs villages et le vainqueur sera récompensé avec des produits vivriers. La course de masques, c'est une compétition. C'est fabuleux. Féliciter le masque qui m'a raté, presque de justesse. On n'a qu'à venir s'amuser comme ça de temps en temps au village. Il ne faut pas que tout se limite à la politique. Que ce soit des cadres, que ce soit des hauts cadres, même des ministres, doivent venir dans leur région pour faire la promotion des loisirs, pour faire la promotion des jeux traditionnels. Sport, loisirs, jeux traditionnels constituent un élément fondamental pour la cohésion sociale. Pour les participants, la course des masques est un jeu de loisirs qui devra être pérennisé pour la valorisation de la culture d'An. Les films asiatiques qu'on regarde, c'est la tradition que nous montre à la télévision. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui FECADAN vient vers nous pour faire sortir notre tradition, moi vraiment, je suis épaté. Plusieurs dons composés de pagnes et des enveloppes ont été offerts aux jeunes et aux femmes de Krikouman par Dr Albert Flindé, parrain de la course de masques du Festival de la culture et des arts d'An, FECADAN. À l'étranger, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a été condamné aujourd'hui à 18 ans de prison par la Cour pénale internationale pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Riche homme d'affaires devenu chef de guerre, le Congolais a été déclaré responsable de la vague de meurtres et de viols commis par sa milice en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2013. 18 ans de prison, peine requise contre Jean-Pierre Bemba par la CPI.
L'ancien vice-président congolais a été en mars reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Une peine pour avoir fermé les yeux sur le meurtre et viol commis par sa milice en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003. Surnommé le Mobutu miniature, l'ancien chef de guerre avait quitté Kinshasa en 1999 suite à la prise du pouvoir par l'ex-président Laurent Désiré Kabila. Accompagné de 1500 hommes du mouvement de libération congolais, Jean-Pierre Bemba s'était rendu en Centrafrique pour soutenir le président Ange-Félix Patassé face à une tentative de coup d'État menée par le général François Bozizé. Face à cette condamnation, la défense annonce qu'elle fera appel. Fin de cette demi-heure d'information. Merci de l'avoir suivi.